Bien, je crois que nous pouvons commencer avec ce retour dans la salle de l'amphithéâtre Albvax qui était prévu au commencement du cours et que maintenant nous regagnons. Je rappelle donc où nous en sommes, puisque la semaine dernière a été une interruption. L'ensemble du cours est voué aux rencontres entre Cervantes et Shakespeare en relation avec l'année 2016, qui est l'anniversaire des deux morts de 1616, qu'une première exploration pouvait conduire du côté des rencontres entre les deux hommes, et évidemment des rencontres imaginées ou des rencontres imaginaires, comme celle qu'a mis en nouvelle Anthony Burgess, et de là une série d'interrogations sur les rapports entre l'Angleterre et l'Espagne au début du XVIIe siècle, et puis une deuxième orientation sur des rencontres, attestées, textuelles, et qui nous a conduit à revenir sur un dossier que j'avais traité il y a quelques années, mais qui, avec les travaux les plus récents et peut-être une autre optique, peut prendre un intérêt dans cette rencontre. C'est le dossier la seule lecture de Cervantes par Shakespeare qui pourrait être authentifiée dans la mesure où elle donne la pièce perdue Cardenio. Et dans les démarches des séances, des cours antérieurs, je m'étais attaché aux deux premières des trois dates qui nous font entrer dans cette analyse de la rencontre textuelle entre Shakespeare écrivant une pièce à partir d'une lecture de Don Quichotte. Les trois dates qui donnent support à cette hypothèse sont d'abord en 1613, le fait que nous rencontrons une pièce avec un titre, ou du moins une partie de titre, mais sans auteur. C'est le Cardeno ou Cardena qui est mentionné dans les paiements du trésorier du roi pour la troupe des Kingsmen, la troupe des comédiens du roi. La deuxième date, c'est 1653. La pièce ici a un titre et deux auteurs. Le titre The History of Cardenio, les deux auteurs by Master Fletcher and Shakespeare. Un texte enregistré par Humphrey Mosley, l'un des libraires éditeurs de Londres, dans le registre de la Stationers' Company, de la communauté des libraires et imprimeurs londoniens. Et nous avions discuté la fois dernière à la fois que l'exactitude qui peut être mise en doute de cette attribution ou la plausibilité de cette attribution, ce qui référait évidemment à la collaboration entre Fletcher et Shakespeare à la fin de la vie de Shakespeare, entre 1612 et 1614, et dont on a pu établir deux autres productions, l'une attestée sur une page de titre en 1634, Les deux nobles cousins, The Two Noble Kinsmen, et l'autre reconstruite au XIXe siècle à partir des discordances que l'on rencontre dans la pièce dont le premier titre était All is True, c'est-à-dire le Henri VIII. Et j'avais terminé en reprenant une analyse de Gary Taylor sur le fait que peut-être de cette pièce de 1613, enregistrée pour être publiée en 1653 par Humphrey Mosley, nous avons gardé un fragment qui serait le chant de Dorothée ou Dorothea lorsqu'elle est découverte, déguisée en homme, par le barbier, le curé et Cardenio qui sont entrés dans la Sierra Morena pour retrouver Don Quichotte. C'est au chapitre 28 qu'ils entendent une voix qui compte ces infortunes. C'est celle de Dorothea. Et l'hypothèse est que attesté comme composé par Robert Johnson, qui était un des compositeurs qui travaillait pour la troupe des comédiens du roi, attribuable pour des raisons qui sont celles de la stylistique, c'est-à-dire les verbal parallels, les parallèles verbaux qui peuvent être établis entre des séquences de mots associés les uns avec les autres et qui peuvent être détectés comme plus ou moins fréquentes selon les auteurs, en particulier depuis que les banques
de données électroniques permettent ce travail d'une manière évidemment plus systématique et plus rigoureuse que la comparaison de textes imprimés. Ce chant de Dorothea, qui dans l'original évidemment ne fait pas allusion directement à la pièce, mais paraît en situation dans ce moment-là, a pu être entendu par Edmond Gayton, qui en 1654 rédige ses Pleasant Notes upon Don Quixote, et qui fait que la manière dont il rend compte de sa perception du chant de Dorothea atteste qu'il s'agit bien d'un chant et pas simplement, comme chez Cervantes, d'un monologue de Dorothea. Et vous vous souvenez, j'avais conclu plus ou moins avec cela, que ce texte de Edmond Gayton, publié en 1654, était sans doute la première association explicite entre Shakespeare et Cervantes dans un texte du XVIIe siècle anglais, puisqu'à un moment donné, Gayton parle de Don Quichotte comme étant le Shakespeare, avec un tiret, et spear, l'épée, of the Mancha, c'est-à-dire un jeu de mots sur le nom de Shakespeare, transformé ici comme celui qui est le manieur, le porteur de lance, Shakespeare, et identifié ou identifiant Don Quixote. Alors nous en étions là, et la troisième date que je voudrais évoquer est celle de 1728, puisque là, sans rentrer dans trop de détails, puisque, comme je le disais, ceci se réfère à un livre que j'avais publié il y a quelques années, mais il y a eu beaucoup de travaux depuis, c'est-à-dire au moins 2 colloques ont été publiés autour de cette question de Cardenio, et qui peuvent modifier, transformer, enrichir les perspectives qui étaient celles de ce livre. 1728, c'est la publication à Londres d'une pièce de Lewis Theobald, Double Falsehood or the Distressed Lovers, la double imposture ou les amants affligés, pourrait-on traduire, qui avait été représentée l'année précédente, en 1727, au Théâtre Royal de Drury Lane. Et sur la page de titre, la pièce est présentée comme a play, il n'y a pas de caractérisation de genre, c'est une pièce, qui est donnée comme written originally by William Shakespeare, écrite originellement par William Shakespeare, and now revised and adapted to the stage, et maintenant révisée et adaptée pour la scène par M. Theobald, qui est The Authors of Shakespeare's Restored. And Shakespeare Restored était un texte que Theobald avait publié peu de temps avant et qui était une critique de l'édition de Shakespeare par Pope, qui avait été publiée dans sa première édition en 1725. Theobald multipliait les critiques philologiques contre l'édition de Pope. Et dans le Shakespeare Restored, c'est sur Hamlet qu'il focalise son attention, montrant toutes les leçons erronées que Pope avait introduites dans son édition. Et en fait, derrière cette question, il y avait l'opposition entre 2 modalités de la critique et de l'édition des textes, l'une qui était dominée par des critères de jugement esthétique, ce qui faisait que pour Pope et d'autres, que certaines lignes, certains vers qui apparaissaient dans les œuvres de Shakespeare, en particulier dans les éditions antérieures, celle de Rove de 1709, ne pouvaient pas être du poète si délicat. Et donc, au nom d'un critère esthétique, il pouvait récuser un certain nombre de passages considérés comme shakespeariens, et en particulier les passages qui pouvaient être considérés comme obscènes ou vulgaires, attribués en fonction de ce critère esthétique à des corruptions du texte introduites par les troupes qui avaient représenté les pièces. Et face à cette manière de critique et d'édition, qui était celle de Pope, qui pouvait l'amener par exemple à mettre en bas de page les lignes qu'il considérait comme non shakespeariennes, sur des critères purement esthétiques, et donc sur la conception qu'il avait de ce que Shakespeare avait écrit.
et ne pouvait pas avoir écrit, et donc qui était degraded, qui était dégradé en bas de page, s'opposait la perspective de Théobald, qui était lui-même un dramaturge, mais qui était aussi attaché à une critique plus philologique, qui comparait les états anciens des pièces pour arriver à établir la leçon la plus plausible, la plus vraisemblable de la pièce, et donc celle qu'il fallait éditer. Alors, je ne reprends pas tout ce dossier, qui est en lui-même très intéressant pour une histoire de l'édition des textes au XVIIIe siècle, des textes antérieurs, et cette opposition fondamentale qu'on va retrouver plus tard sous une autre forme entre un critère esthétique versus une expertise philologique. Mais je reprends dans ce dossier seulement ce qui concerne les rapports entre Shakespeare et Cervantes, c'est-à-dire ce que Théobald dit de Shakespeare et Cervantes. Les anglicistes ont l'habitude de nommer ce personnage comme Tybalt parce que c'est la façon dont Pope, qui se moquait de lui en réponse à la critique qui lui avait été adressée, orthographie et le donne à entendre, mais il n'y a aucune raison de suivre cela. On peut garder Théobald comme son nom. Et dans l'édition de 1728, il y a deux moments dans lesquels il évoque ces relations entre Shakespeare et Cervantes, où ce qu'il pense de Shakespeare et de Cervantes, c'est d'une part dans la dédicace qui est faite à un noble anglais, Doddington, et qui était un protecteur des écrivains Whigs, c'est-à-dire le parti du Premier ministre Walpole, auquel appartenait, enfin idéologiquement, Théobald. Et la deuxième, c'est la préface de l'éditeur, puisque dans cette édition, il se présente comme un éditeur d'une pièce qui existait, écrite originellement par William Shakespeare, et que l'éditeur, lui, Lewis Theobald, a révisé et adapté. Alors, du côté de rapport de son texte avec Shakespeare, les deux préliminaires, la dédicace et la préface de l'éditeur, ont pour but de répondre aux critiques qui ont été faites contre l'authenticité shakespearienne de cette pièce. Parce qu'avant 1728 et la page de titre, Written originally by William Shakespeare, la pièce avait été présentée et circulait dans les journaux avant ou après la première représentation, qui était le 13 décembre 1727, comme une pièce shakespearienne redécouverte. Dans un des journaux, on parle d'un miracle, d'un Shakespeare qui a été rappelé de sa tombe grâce à cette pièce qu'on n'a jamais vue, on n'a jamais entendue, qui était perdue, ou dans un autre, après la première représentation, on reprend l'idée d'une pièce originale de William Shakespeare. Donc il y avait dans la présentation, dans les commentaires, dans l'horizon d'attente, l'idée que sur le Royal Theatre, au Theatre Royal, on avait le 13 décembre 1727 vu pour la première fois une pièce originale de Shakespeare jusqu'alors perdue. Et donc le propos de Théobald dans les deux préliminaires de son édition, c'est de confirmer ce qui avait été la construction de cet horizon d'attente et essayer de récuser les critiques qui n'avaient pas manqué dès avant la première représentation et après la première représentation, pour mettre en doute le fait qu'il s'agissait réellement d'une pièce shakespearienne. Et dans ces textes, il revient sur cette caractérisation de cette pièce comme une dear relic, une relique chère, une chère relique de l'auteur disparu, ou the remnant of his pen, une survivance, une trace de sa plume. Et pour détruire ces critiques adressées à lui, certains allant même jusqu'à dire qu'il avait tout inventé, c'est-à-dire que la pièce était en fait une falsification, qu'il n'y avait aucun rapport avec quelques pièces shakespeariennes perdues, et que c'était une forgery, que c'était une falsification, une pure tromperie de Théobald, ce qui avait été le critique de Pope après la pièce, pour
se justifier contre cette accusation, Théobald fait recours à l'idée de la possession de manuscrits anciens de la pièce originalement écrite par Shakespeare qu'il prétend posséder. Et c'est une question complexe parce qu'on n'arrive pas à très bien voir à travers ce qu'il écrit s'il en possède 3 ou 4. Le premier, one of the manuscript copies which I have, l'une des copies manuscrites que je possède, est pour lui le plus ancien. Il remonterait à 60 ans en arrière, donc c'est-à-dire on est en 1730, les années 1660, la décennie 1660, et il affirme que ce manuscrit-là a été écrit de la main de Mr. Downes. Downes était le prompter, c'est-à-dire le régisseur, on pourrait traduire en français, de la troupe de Davenant. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1642, les théâtres sont fermés et ils ne rouvriront qu'en 1660. Et c'est dans cette période d'ailleurs que certains des libraires imprimeurs qui ont gardé des sympathies royalistes, comme geste politique, publient des textes qui ne sont plus possiblement représentés sur la scène, puisque les théâtres sont fermés. Lorsque les théâtres rouvrent avec la Restauration, en 1660, il y a 2 compagnies qui ont le monopole sur les représentations théâtrales, la compagnie de Killigrew et la compagnie de Davenant. Et Mr. Downes était celui qui copiait les textes, préparait les prompt books, c'est-à-dire les manuscrits qui servent à la représentation, en indiquant le moment où les acteurs doivent entrer, avec un minimum d'indications sur les jeux de scène ou les indications pour la musique. Donc, M. Downes avait ce rôle. Et prompt book correspond plus ou moins à un livre de régie, et prompteur peut être tout simplement aussi le souffleur, mais plus généralement, celui qui prépare les textes pour la représentation. Et dans ce cas-là, Théobald affirme que le manuscrit a été écrit par Downes et qu'ensuite, dit-il, il a été possédé par M. Thomas Betterton, et Thomas Betterton est l'un des acteurs de la troupe de Davenant. On est entré dans, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on est entré dans un monde théâtral qui est profondément différent de celui dans lequel les pièces de Shakespeare ont été représentées. Il n'y a plus ces public amphitheaters avec 2000 ou 3000 spectateurs, la plupart étant debout. Les femmes deviennent présentes dans les troupes et quelquefois les vedettes de ces troupes. Et les représentations dans des théâtres à l'italienne, comme nous les connaissons, permettent à la fois des décors, des jeux, des dispositifs qui étaient tout à fait impossibles dans les amphithéâtres publics des à la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle. Et il termine sur la description de ce manuscrit en disant que la tradition rapporte qu'il a été offert par Shakespeare à une fille naturelle pour laquelle il aurait écrit cette pièce lors de son retirement from the stage, sa retraite de la scène, lorsqu'il vit de manière plus permanente à Stratford-upon-Avon. Et là aussi, il y a un aspect mystérieux discuté, puisqu'on n'attribue aucune fille naturelle à Shakespeare. En revanche, la tradition lui attribuait un fils naturel qui aurait été Davenant lui-même. Et cette tradition, elle a été rapportée à Théobald, dit-il, par une personne noble qui lui a fourni one of my copies. Et on ne sait pas si cette one of my copies, l'un de ces manuscrits, est le manuscrit dont il parle, c'est-à-dire celui de Davenant, ou un autre manuscrit qui pourrait être l'un des 2 autres qu'il évoque, ou voire même un 4e qui ne serait présent que par cette mention. Vous voyez que l'idée de suivre cette rencontre textuelle, elle peut avoir une dimension toute matérielle, puisque si l'on admet qu'en 1653, lorsqu'il a fait enregistrer la pièce par la Stationers' Company, Mosley devait avoir un manuscrit, puisqu'on enregistrait les textes à la Stationers' Company lorsqu'on déposait
le manuscrit. De là l'expression right in copy, qui est employée jusqu'au début du XVIIIe siècle. C'est le droit de propriété sur un manuscrit. Donc, ce que l'on essaye de faire ici, c'est de suivre le fil de ce manuscrit et des manuscrits qui auraient pu être copiés sur cette référence au premier manuscrit. Et donc, Théobald décrit assez précisément ce plus ancien manuscrit qu'il possède, qui remonterait décennie 1660, 1670, et de là tout le scénario qu'il associe avec la troupe de Davenant, Betterton et Downes. Et dit-il aussi, j'ai two other copies, dans un paragraphe qui suit, et là encore, assez confus, mais il indique que l'une de ces copies, qui sont moins anciennes, dit-il, que le premier manuscrit, donc on peut penser des copies de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe siècle, dit-il, l'un d'eux est beaucoup plus parfait, much more perfect, et il a moins de flaws and interruptions, c'est-à-dire il a moins d'incohérences, d'erreurs, de contradictions, et surtout de coupures que le plus ancien des manuscrits. Donc, un manuscrit qui est plus récent serait plus complet que le manuscrit le plus ancien. Et il ajoute d'ailleurs, à propos de l'un de ces deux manuscrits, l'un d'eux, il l'a acquis at a very great rate, à un très, non, a very good rate, un très bon prix. Donc, ce n'est pas un manuscrit tellement cher. Ça renvoie à l'idée qu'à la fin du XVIIe siècle a pu commencer un premier marché des manuscrits littéraires qui se trouvera renforcé évidemment surtout un siècle plus tard, au XVIIIe siècle, mais qu'apparaît déjà cette circulation et ce marché des manuscrits, puisque un des deux a été acheté à un très bon prix. Et alors la référence au manuscrit de Théobald se retrouve dans le privilège royal qui est donné pour l'édition de la pièce de 1728, qui a souvent attiré l'attention parce qu'il n'est pas ordinaire pour une pièce de théâtre publiée sous la forme d'un modeste quarto, d'obtenir un privilège royal. Ici, il y a même les armes du roi dans l'imprimé, ce qui est assez rare de cette sanction royale, et qui, à la limite, serait même inutile, puisque le privilège est donné pour 14 années, c'est-à-dire pendant 14 ans, le libraire, éditeur a le monopole sur le texte. Or, 14 ans, ça aurait été exactement ce qu'aurait reçu comme durée de monopole. Le texte, il avait été enregistré normalement à la Stationers' Company, puisque depuis 1709-1710, le statut de la reine Anne prévoit que les write-in copy, qui sont devenus des copyrights, sont valables pour 14 ans. Donc, ce privilège royal n'a aucun intérêt particulier financier. Simplement, il a l'intérêt pour Théobald, qui était bien placé dans ses liens avec le parti Whig, de renforcer l'authentification shakespearienne, puisqu'on trouve dans le privilège royal, la raison pour laquelle le privilège a été donné, c'est que M. Théobald nous a représenté, à nous le roi, enfin ceux qui établissent les privilèges, qu'il a acquis at a considerable expense, là un coût considérable, il a acquis la copie manuscrite d'une original play of William Shakespeare. Donc c'est le roi lui-même qui, par ce privilège, endosse l'idée que la garantie, la certifie que la pièce de Théobald est en fait une pièce originale de Shakespeare. Et il ajoute « called Double Falsehood or the Distressed Lover », c'est-à-dire qu'il reprend le titre de Théobald comme si c'était le titre de l'œuvre de Shakespeare, mais en même temps authentifiant avec ce privilège l'identité shakespearienne du texte et la présence d'un manuscrit, on ne dit pas que c'est le manuscrit autographe, mais du manuscrit copy of an original play.
Donc, il authentifie non seulement l'attribution shakespearienne, mais aussi le manuscrit sur lequel la révision de Théobald a été fondée. Donc, on voit qu'on a là sans doute une allusion au manuscrit le plus ancien de Théobald, puisque dans les deux qu'il mentionne, l'un a été acquis à très bon prix. Le premier ne parle pas du coût que ça lui aurait représenté ou comment il lui est arrivé, mais en tous les cas, dans le texte du privilège, on arrive à cette idée que le privilège est la rétribution juste d'une dépense considérable de Théobald pour acquérir le manuscrit de cette pièce originale. Alors la critique s'est aussi attachée à l'idée de pourquoi le manuscrit un des manuscrits les plus récents serait plus complet que le manuscrit le plus ancien, celui de la compagnie de Davenant. Et la réponse est qu'une hypothèse plausible est le fait que le manuscrit de Davenant serait l'adaptation d'un texte plus long dont on n'aurait pas, du moins Théobald, le manuscrit original, mais qu'à travers des copies, il aurait pu arriver jusqu'à lui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le manuscrit de Davenant devient une sorte de front book, puisqu'il a été rédigé par M. Downes, d'une pièce plus longue et dont la trace serait donnée par le manuscrit le plus long. Ce qui correspond tout à fait à la pratique du théâtre après la Restauration. En 1660, les deux troupes, celle de Killigrew et celle de Davenant, doivent effectivement, pour pouvoir représenter avec un rythme assez dense de représentation, retourner au répertoire d'avant 1642. Et c'est comme cela qu'on a de très nombreuses attestations des reprises des pièces du répertoire classique, et d'ailleurs avec une dominante de Fletcher plus que de Shakespeare, classique d'avant 1642, dans les programmes représentés après 1660. Mais le plus souvent, autre point que je voudrais redévelopper, le plus souvent, ces représentations sont faites à partir de textes très profondément revised and adapted, comme dit Théobald, c'est-à-dire ici avec une liberté d'adaptation, de transformation, de réécriture extrêmement grande. Les pièces shakespeariennes ont subi ou connu ces modes de réécriture, et un cas précis plus proche de notre dossier l'a connu, c'est le fait que la troupe de Davenant, et dans une adaptation de Davenant lui-même, a donné une pièce en 1664 qui s'appelle The Rivals, et ses rivaux est en fait une adaptation très libre, avec suppression du premier, du dernier acte, réécriture des scènes de les deux nobles cousins, The Two Noble Kinsmen, de Fletcher et Shakespeare, comme le disait la page de titre de 1634. On voit donc qu'il y a là une plausibilité du fait que un des manuscrits, celui qui est le plus lié avec la troupe et la représentation, pouvait être déjà une adaptation libre et en tous les cas raccourcie d'un texte plus long qui aurait été l'équivalent pour The History of Cardenio de The Two Noble Kinsmen, deux pièces écrites en collaboration par Shakespeare et Fletcher. Et c'est une des tensions importantes entre, d'un côté, dans cette période, le fait que la liberté d'adaptation liée ne fût-ce qu'à ces nouvelles conditions de représentation, la présence des comédiennes et donc souvent une accentuation des rôles féminins, des nouvelles contraintes de bienséance sur le théâtre qui n'a plus cette projection publique et citadine comme les amphithéâtres publics tels le Globe et tous les autres qui lui ressemblaient. Donc il y a là comme pour toutes les pièces, mais Shakespeare en particulier, mais pour tous les auteurs, pour toutes les pièces d'avant 1642, une très grande malléabilité, une très grande flexibilité. Et en même temps, comme je le disais avec Shakespeare Restored,
de Théobald naît l'idée pour la publication, non pas pour la représentation, mais pour la publication, de la nécessité de retrouver le plus possible le texte original. Et donc de déployer des techniques de critique philologique qui avaient pu être employées dans le domaine sacré sur les éditions, sur le texte biblique, ou dans le domaine de la philologie classique sur les textes grecs et latins, les appliquer aux auteurs, poètes ou dramaturges des XVIe, ou même avant avec Chaucer, mais des XVIe et début du XVIIe siècle anglais, et donc de restaurer le contraste est fort entre la restauration du texte shakespearien opposé aux fantaisies esthétiques de Pope et la révision ou l'adaptation du texte shakespearien lorsqu'il s'agit de porter sur la scène une pièce supposément écrite par Shakespeare et Fletcher. Et c'est ce qui fait que Théobald deviendra un éditeur de Shakespeare, le troisième au XVIIIe siècle, après l'édition de Nicholas Rove de 1709, l'édition de Pope 1725, seconde édition 1728, il y a l'édition de Lewis Theobald en 1733. Donc voilà le rapport de Théobald à Shakespeare. Le rapport de Théobald à Cervantes. Ici, il naît par le fait que Théobald rappelle que la pièce originellement écrite par Shakespeare et qu'il a adaptée est fondée sur une nouvelle dans Don Quichotte. Et que, du coup, il emploie d'ailleurs cet argument pour une raison chronologique, pour prouver que Shakespeare pouvait très bien avoir lu Don Quichotte. Et donc, c'est pour renforcer l'attribution. Mais en même temps, c'est une indication intéressante, puisque, rappelant qu'il s'agit d'une nouvelle dans Don Quichotte, il relie ce qui est représenté dans sa pièce avec les intrigues, ou l'intrigue d'amour et désamour de Cardenio et Lucinda, qui deviennent dans la pièce Giulio et Leonora, et de Dorothea et Fernando, qui deviennent dans sa pièce Violante et Enriquez. Donc derrière de nouveaux noms, en fait, c'est l'histoire des deux couples que j'avais rappelé préalablement. Les deux couples qui sont unis par des promesses de mariage qui font le mariage, dans cette définition antérieure au Concile de Trente du sacrement de mariage, et qui, dans Cervantes, se trouve brisé, puisque Fernando veut épouser Lucinda, dont il est tombé amoureux ou qu'il convoite, et donc du coup se marie avec elle demandant la main au père de Lucinda, ce qui est toute la problématique de cette nouvelle dans le Quichotte, puisque la question est de savoir comment les unions préalablement scellées par l'échange de promesses de présent peuvent être restaurées alors même qu'il y a eu un mariage selon le rite matrimonial établi par le Concile de Trente entre Lucinda et Fernando, alors que Lucinda s'était promise à Cardenio et que Fernando avait séduit Dorothea avec la même promesse, échange de promesses de mariage, mais promesses qui font sacrement, puisqu'elles engagent l'individu. Et cette histoire, qui n'est pas à proprement parler une nouvelle, puisqu'elle est disséminée au fil des chapitres du Quichotte, à l'inverse des autres nouvelles, comme par exemple la Novella del Curioso Impertinente, elle est identifiable, évidemment, immédiatement, par ce qui était porté sur la scène et ensuite dans le livre par Théobald. La question qui pouvait se poser là, donc une référence à Cervantes comme source de la pièce de Shakespeare elle-même révisée par Théobald, est la question du changement des noms. Pourquoi les noms de Cervantes
données par Cervantes au personnage disparaissent? Est-ce que c'est une invention de Théobald? Est-ce que s'il dit vrai et qu'il y avait un état intermédiaire de la pièce avec l'adaptation pour la troupe de Davenant, c'était déjà à ce moment-là, dans les années 1660 ou 70, que l'on avait changé les noms? Cela reste ouvert et la raison reste aussi problématique. Dans certains cas, ça pouvait être une manière de distinguer la pièce d'autres adaptations qui avaient pu être faites de l'histoire de Cardenio. Mais bon, voilà, restons dans le cas si c'est fait par Lewis Theobald. La première référence à Cervantes, elle apparaît avec cette idée que la pièce est fondée sur une nouvelle dans le Quichotte. Et un travail qui était évidemment intéressant à faire, c'est de comparer les écarts qui peuvent exister pour dans la manière dont est narrée cette histoire des deux mariages, ou des trois unions dans Cervantes, et qui pose problème, puisqu'il faudrait théoriquement que Lucinda et Fernando, leur union, soit annulée pour qu'ils puissent revenir à leur premier promis ou promise, ce qui pourrait être possible puisque l'union n'a pas été consommée charnellement entre Fernando et Lucinda. Mais pour les dramaturges du XVIIe ou du XVIIIe siècle qui mettent en scène cette pièce, cette question devient plus problématique et on peut voir dans la pièce de Théobald comment il résout cette difficulté, c'est-à-dire que l'union n'est pas réellement consentie ou effectuée lors du mariage entre son Giulio Cardenio et entre Leonora Lucinda et Enriquez Fernando. Cardenio, caché derrière une tapisserie, surgit à ce moment-là, c'est-à-dire Giulio dans la pièce, et fait qu'il n'y a pas de sacrement de mariage échangé devant le prêtre, ce qui va permettre plus facilement la reconstitution des premières unions. La deuxième référence à donc, Cervantes dans les textes de Théobald, elle apparaît assez curieusement dans la datation, puisque son but, comme je le disais, est de dire que si cette pièce qu'il a révisée a bien été écrite par Cervantes, et comme elle porte sur une histoire, une nouvelle dans le Quichotte, il faut qu'elle soit évidemment postérieure à Don Quichotte. Et il écrit « Don Quichotte a été publié en 1611. Don Quichotte was published in the year 1611. » Et comme, dit-il, Shakespeare est mort en 1616, évidemment, ça lui a laissé tout le temps de pouvoir lire le Don Quichotte et en faire une pièce. Et on s'est demandé pourquoi, dit-il, 1611 tout le monde sait que le Quichotte a été publié en espagnol en 1605. La réponse est sans doute liée à la bibliothèque de Théobald. Parce que Théobald, qui lisait très bien l'espagnol, il a dans sa bibliothèque une édition de la Celestina de 1595, publiée chez Plantin. Il a un manuscrit dont il dit le titre est Lope de Vega, a Spanish Poet with His Life. De qui est ce manuscrit, de lui, d'un autre, on ne sait pas, mais en tous les cas, un intérêt pour Lope. Il possède un Tratado de las Comedias de 1618. Donc, il a un intérêt pour la littérature du siècle d'or et visiblement, il manie, il connaît l'espagnol. Et dans sa bibliothèque, qui a été inventoriée après sa mort, puisqu'elle a été vendue aux enchères, et on a le catalogue des enchères, il a un Don Quichotte in Spanish 1611. Don Quichotte en espagnol 1611, c'est le numéro 193 dans la vente de la bibliothèque. Et ici, on peut identifier tout à fait immédiatement 1611 en espagnol, c'est une édition de Bruxelles. Il y a eu deux éditions à Bruxelles avant la seconde partie de 1615, l'une en 1607 et l'autre en 1611.
1611 chez le libraire éditeur Roger Velpius. Et d'ailleurs, l'édition de 1607 est sûrement une des plus rigoureuses dans les révisions nécessaires sur l'épisode de l'âne de Sancho qui lui est volé mais qui ne disparaît pas du texte avant même qu'il l'ait retrouvé. Et le correcteur de Velpius avait bien perçu ces anomalies et avait corrigé le texte de façon à ce que toute mention à l'âne de Sancho entre le moment de son vol et le moment de sa récupération disparaisse. Donc, il a une édition de 1611 et peut-être c'est là devient l'idée que le Don Quichotte a été écrit, a été publié en 1611. Et d'ailleurs, il dit « was published in the year 1611 », ce qui peut dit qu'il a été publié en 1611, ce qui est vrai. Est-ce que ça pouvait... Ce qui est bizarre, c'est qu'il se sert de l'argument pour chronologiquement. Il possédait aussi une autre édition, Don Quichotte en espagnol, avec des illustrations, 2 volumes, a neat letter, une belle lettre, une belle impression, un volume in octavo, c'est le numéro 28. Et là, il s'agissait sans doute de la première édition illustrée du texte en espagnol, qui a été publié à Bruxelles par Juan Montmarte ou Jean Montmart en 1662, qui est la première édition d'ailleurs qui porte au titre Vida y hechos del ingenioso caballero de la Mancha, la vie et les hauts faits de l'ingénieux chevalier de la Manche, qui rassemblait les 2 parties, qui a trouvé un nouveau titre, Vida y hechos, et qui était la première édition avec des illustrations en espagnol, mais pas la première édition illustrée, puisque la première édition illustrée était une édition une traduction hollandaise en 1657 à Dordrecht. Et il possédait d'ailleurs un 3e Quichotte, qui était la traduction de John Phillips de 1687. Apparemment, il ne possédait pas la première traduction en anglais, celle de 1612, de Thomas Shelton. Et on verra peut-être pas aujourd'hui, mais la fois prochaine, pourquoi ça peut être important de savoir que Théobald ne possédait pas cette édition. Je peux l'anticiper, c'est-à-dire le fait que si l'on peut détecter dans le texte de Lewis Theobald des éléments qui sont des parallèles avec la traduction de Shelton, il y a toute chance que ces parallèles aient été présents dans un texte antérieur à sa propre réécriture. Et ce serait un élément, un argument pour dire qu'effectivement existe dans ce texte de Théobald une couche de texte antérieur, et dans cette couche de texte antérieur, on trouverait les parallèles avec Shelton que lui ne possédait pas, ce qui voudrait donc dire que ce seraient d'autres auteurs, pourquoi pas Fletcher et Shakespeare, qui ayant lu non seulement pour Fletcher le Don Quichotte en espagnol, mais la traduction de Shelton en 1612, et peut-être dans une circulation antérieure du manuscrit de Shelton, avaient pu reprendre, consciemment ou inconsciemment, ces formulations. Donc, il corrige d'ailleurs dans une réédition Théobald, puisqu'il réédite la même année 1728 le texte de sa pièce, et là la phrase a été transformée puisqu'il dit Don Quichotte was published in the year 1605. Donc Don Quichotte a été publié dans l'année 1605, qui est la date des premières éditions. Les 2 premières éditions à Madrid, une édition à Valence et 2 éditions à Lisbonne. Et il reprend l'argument, ce qui laisse un intervalle de temps de 11 années pour Shakespeare pour pouvoir prendre connaissance à travers de quelqu'un lisant l'espagnol du texte. On voit donc qu'il y a là les références à Cervantes dans les 2 préliminaires de Théobald qui sont liées à cette idée de pouvoir démontrer que Shakespeare a bien pu prendre connaissance de Don Quichotte, et d'autre part qui a pour but de montrer que cette pièce, cette intrigue de théâtre est fondée sur une novel dans le texte de Don Quichotte, à un moment où effectivement il y a une pluralité d'adaptations des nouvelles dans le Quichotte par d'autres dramaturges
anglais. Avant lui, Afraben avait utilisé le curieux impertinent, et deux autres d'ailleurs auteurs anglais, dont Southern, avaient aussi fait de même. C'est-à-dire, c'est un point intéressant parce que la plupart des lecteurs modernes, mais des lecteurs modernes qui pourraient commencer avec le XIXe siècle, n'ont pas porté une attention particulière à ces nouvelles, et en tous les cas n'ont pas pensé que Don Quichotte devait être lu comme un répertoire, une anthologie de nouvelles qu'on pouvait facilement détacher et que l'on pouvait plus ou moins facilement adapter pour le théâtre. C'est une idée de l'histoire écrite par Cervantes comme un texte dans lequel se trouvent incrustés d'autres textes qui peuvent parfois prendre une autonomie et une facilité de publication ou d'adaptation plus grande que l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on ignore les aventures du chevalier errant et de son écuyer, mais que le Don Quichotte est aussi ce livre dans lequel on rencontre pour le moins trois nouvelles. La nouvelle donnée comme telle du curieux impertinent, les trois chapitres qui sont le récit de l'évasion et de l'arrivée en Espagne du captif des barbaresques et des ottomans à Alger, et puis c'est cette histoire écrite avec des séries de retours en arrière qui est celle de Cardenio. Sans doute avec un effet qui était peut-être lié à la publication et à la réception des nouvelles exemplaires, dans la mesure où Cervantes, dans le préliminaire des Novelas Ejemplares, se dit comme celui qui a inventé pour la langue espagnole le genre de la nouvelle, alors qu'évidemment il y avait beaucoup de nouvelles, mais des traductions des nouvelles italiennes. Donc c'est un Cervantes auteur de nouvelles, d'histoires brèves, qui s'établit avec les nouvelles exemplaires et qui donne, dès le XVIIe siècle, et poursuivi jusqu'à ces adaptations du début du XVIIIe siècle, une possible lecture de Don Quichotte comme étant aussi un recueil de nouvelles à l'intérieur de l'histoire. J'avais toujours été frappé par le contraste entre les images, les illustrations, les estampes, qui toujours donnent une éminente prépondérance à Don Quichotte et Sancho, et très rarement donnent à voir des épisodes, des nouvelles, une ou deux scènes de Cardenio, une scène dans Le Curieux Impertinent, et les adaptations théâtrales qui, de manière très dominante, sont des adaptations des nouvelles, Le Curieux Impertinent au premier chef, et qui, dans les textes que l'on a pour le début du XVIIe siècle, Guillaume de Castro, Pichou, Guérin de Bouscal, évidemment introduisent Don Quichotte, mais souvent d'une manière très marginale, un personnage qui est un gracioso de comedia, qui est comique, qui doit faire rire, par rapport à une histoire centrale qui est l'histoire soit du mari trop sûr de la vertu de sa femme, soit dans le cas de Cardenio, puisqu'il y a une pièce de Pichou, 1626 ou 28, Les Folies de Cardenio, donc les histoires d'amour dans le Quichotte, et qui sont centrales dans ces nouvelles, et y compris même dans l'adaptation de Guillaume de Castro, sans doute de 1606, 1607, 1608, qui a bien sûr pour titre Don Quijote de la Mancha, qui fait profit du succès du livre publié 2 ou 3 ans auparavant, mais qui est en fait fondamentalement l'histoire de Cardenio. Et donc la figure de Don Quichotte comme un gracioso de comedia, qui se trouverait du coup dédoubler ce personnage dans les adaptations du Quichotte, puisqu'il y a deux graciosos de comedia, il y a Sancho et Don Quichotte lui-même, fait que on peut, même lorsqu'on reconnaît l'histoire dans sa plus grande dimension, la marginaliser par rapport à une adaptation théâtrale qui reste écrite à partir
d'une théâtralisation une ou l'autre des nouvelles dans le texte. Je pense que c'est important par rapport à la manière dont le Don Quichotte comme livre a été perçu, au moins entre 1605 et on pourrait dire peut-être la fin du XVIIIe siècle. Dernier point pour cette première heure, c'est ce que dit Théobald, non plus de Shakespeare, non plus de Cervantes, mais de Fletcher. Puisque ici, il a dû affronter une autre critique. Donc la première critique, c'était l'idée qu'il avait peut-être tout inventé, donc il lui fallait mettre en avant dans différentes modalités le fait qu'il possédait des manuscrits de cette pièce perdus, mais maintenant retrouvés grâce à son adaptation. La deuxième critique, c'était ceux qui, à tort et d'une manière un peu absurde, avaient soutenu que le Quichotte ne pouvait pas avoir été la source de la pièce de Shakespeare et Fletcher. Et donc, toute sa discussion chronologique pour montrer qu'il y a tout à fait une possibilité. Et le troisième, c'était que certains des critiques qui n'allaient pas jusqu'à l'idée qu'il avait tout inventé et qu'il était un faussaire, avaient reconnu, comme il le dit lui-même, dans le texte de Double Falsehood, the coloring, diction and characters à la manière de Fletcher, c'est-à-dire les personnages, le langage et le ton qui était beaucoup plus celui de Fletcher que celui de Shakespeare. Alors, face à cet argument, qui bien sûr juste lui donnait en partie raison, ça voulait dire qu'il y avait un texte antérieur à sa propre pièce, il était embarrassé, puisqu'évidemment, ce texte antérieur, pour certains de ses lecteurs ou de ses critiques, il n'était pas du tout de Shakespeare. Donc, toute la construction du miracle de Shakespeare sortant de sa tombe s'effondrait largement. Et donc, du coup, là, il est plus embarrassé et il dit qu'il va le remettre à la détermination of better judgments, des jugements plus avisés. Il peut faire allusion implicitement au jugement du roi à travers le privilège, ou au jugement, comme il le dit, ceux qui ont lu sa pièce et qui appartiennent à l'aristocratie et qui ont reconnu Shakespeare. Donc c'est une formule un peu de repli, mais en même temps qui renverrait à des autorités présentes, y compris dans l'édition du livre, du texte. Et, dit-il, bien sûr, il reconnaît, parce que sa tendance à vouloir attribuer tout ce qui est bon ou plaisant dans notre langue, our tongue, comme sorti de sa plume, la plume de William Shakespeare. Et on voit que dans la réédition de 1728, il a commencé à être ébranlé dans sa certitude, puisqu'à ce moment-là, il reformule cette ligne en disant que sa tendance naturelle, peut-être son défaut, c'est d'attribuer tout ce qui est bon et plaisant chez cet autre grand poète, c'est-à-dire chez Fletcher, comme sorti de sa plume, la plume de Shakespeare. Et on a pu interpréter comme une sorte de doute plus fort quant à l'authenticité shakespearienne de son texte de la part de Théobald. Et dans cette seconde édition de 1728, il fait retour sur la pièce disant qu'il va parler plus avant, plus longuement, au sujet de cette pièce, speaking more at large concerning the present play. Et on peut supposer qu'il le fera dans son édition des œuvres de Shakespeare, qu'il l'annonce dans cette seconde édition, disant qu'il espère qu'un éditeur pourra éditer son édition. Et dit-il, cette édition, ce sera l'édition de Shakespeare and his whole work, la totalité de ses textes. Ce qui voulait peut-être dire que les éditions précédentes n'étaient pas complètes.
et que lui allait donner une édition complète, laissant supposer que la pièce qu'il avait retrouvée grâce à ces manuscrits pourrait entrer dans cette édition, et de toute façon qu'il allait en parler beaucoup plus. Et dit-il cela parce que dans le moment présent, donc 1728, il avait renoncé à un de ses dessins, à un de ses projets, qui était d'écrire une dissertation, pour prouver que cette pièce est bien de la main de Shakespeare, of Shakespeare's writing. Et le disait-il, on pourra le prouver à partir de particularités remarquables du texte dans le langage et dans la nature des pensées. Les deux éléments, un élément plus idéologique, intellectuel ou esthétique, the nature of the thoughts, et l'autre qui était plus philologique en quelque sorte sur les particularités remarquables du language dans l'œuvre. Donc voilà, c'était avec cela que se terminait la présentation de 1728 dans la réédition. La réitération un peu contradictoire avec certaines formulations de l'authenticité shakespearienne absolue, et d'autre part cette promesse dans l'édition des œuvres de donner la totalité, the whole works de Shakespeare. Alors la question avec laquelle je termine et qui sera le commencement de la seconde heure, c'est pourquoi cette pièce qui aurait eu tant d'occasions de l'être n'a jamais été publiée. La première absence de publication, c'est entre 1613, pièce représentée 2 fois à la cour, et 1653. La pièce n'a jamais été enregistrée sous aucune forme dans le registre de la Stationers' Company. Elle n'a jamais été publiée sous la forme qui était celle normale des publications du théâtre, sous la forme d'un quarto, et elle n'est pas publiée dans le folio de 1623, c'est-à-dire le rassemblement des 36 pièces shakespeariennes par Hemmings et Condell, les deux compagnons de troupe de Shakespeare, et dans le consortium des 4 libraires ou imprimeurs qui ont porté cette édition. Donc, entre 1613 et 1653, aucune trace ou quelque forme que ce soit d'une publication de la pièce. Deuxièmement, elle n'a pas été publiée par Mosley, alors même qu'il avait, au milieu de dizaines de pièces, fait enregistrer son writing copy sur The History of Cardenio en 1653, et qu'il était lui-même l'éditeur, on l'avait dit, des œuvres de Fletcher, puisque dans un geste royaliste, en 1647, il avait publié le folio des œuvres jusqu'ici jamais imprimées de Fletcher. Donc, ce qui aurait pu être un argument suffisant pour écarter, pour intégrer Cardenio. Et il ne l'a pas fait non plus en 1679, lorsqu'il a réédité le folio de Beaumont et Fletcher. La pièce, donc, il n'utilise pas son writing copy, et la pièce n'est pas publiée par lui alors qu'il en tient la propriété. Cette pièce n'a pas été non plus publiée dans les années 1660-70, comme l'a été The Rivals, adaptation des 2 nobles cousins, par Davenant, qui pourtant fait publier un certain nombre de ses propres adaptations du théâtre shakespearien, ou parfois donne un état du texte qui est représenté sur la scène avec les coupures qui lui sont imposées. Elle n'est pas publiée non plus dans les rééditions du folio. Il y a 4 folios shakespeariens au XVIIe siècle, 1623, 1632, ils sont à peu près identiques, mais en 1664, dans cette même période, il y a une 3e édition du folio et qui augmente de 7 pièces
le corpus de 1623-1632. C'est donc aux 36 pièces, 7 sont ajoutées, et parmi elles, on ne rencontre pas The History of Cardenio. Et finalement, le plus important, le plus intriguant, c'est que la pièce n'est pas non plus publiée par Théobald, malgré ce que j'ai dit en le citant, dans son édition en 7 volumes des œuvres de Shakespeare en 1733. Et il n'y a qu'une seule référence dans cette édition à la pièce, dans une note, à la première partie de Henri VI. Et c'est une note polémique pour répliquer à Pope, qui s'était moqué d'un vers repris par Théobald, et il lui répond, mais c'est la seule allusion à Cardenio. Donc, surprenant, puisqu'il avait affirmé que dans son édition, on aurait the whole Shakespeare, et qu'avec quelques doutes, il maintenait que son adaptation était celle d'une pièce de Shakespeare. C'est aussi surprenant parce que l'éditeur de Théobald, Tonson, qui avait établi une sorte de monopole perpétué sur les éditions des œuvres de Shakespeare au XVIIIe siècle. Tonson était l'éditeur de Rove, était l'éditeur de Pope, devient l'éditeur de Théobald, j'y reviendrai plus tard, avait acquis, vous vous en souvenez peut-être, je l'avais mentionné, en 1718, les writing copies de Mosley. Donc il avait lui-même la propriété sur The History of Cardenio, dont on pouvait penser à l'époque que cette acquisition allait de pair avec la présence d'un manuscrit. Mais de toute façon, il y avait les manuscrits que prétendait posséder que Théobald. Donc c'est une histoire au moins en 5 épisodes de non-publication. La non-publication en format quarto dans la période, disons jusqu'à la guerre civile ou la Révolution anglaise, la non-publication par Mosley en dépit du fait qu'il avait fait enregistrer une propriété sur le texte, la non-publication au milieu du XVIIe siècle, ni par Davenant et sa compagnie, ni par ceux qui ont enrichi de cette pièce qui portait à 43 les pièces attribuées à Shakespeare dans les rééditions du folio de 1664 et 1685, et la non-publication par Théobald, lui-même éditeur de Shakespeare et auteur d'une adaptation d'une pièce qu'il déclarait comme authentique, avec parfois certaines nuances, mais en tous les cas, qu'il avait pris le risque de faire authentifier, et par Doddington, à qui il dédie son texte, et par le roi, puisqu'il y a la formule que j'ai lue dans le monopole royal. Donc la question, c'est d'essayer de comprendre les raisons de cette série de non-publications, et donc du coup de revenir dans la deuxième partie du cours, sur les formes de publication qui auraient pu accueillir à un moment ou à un autre l'histoire de History of Cardenio. C'est pourquoi, après une pause qui peut nous mener jusque vers 11h10, je reprendrai sous la forme de 7 vies les vies de Shakespeare dans l'imprimé à partir de la fin du XVIe siècle jusqu'à, on pourrait le dire, à Lewis Theobald.